Vous écoutez RFI, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. Les Gabonais ne connaissent pas encore le nom de leur nouveau président. Les résultats de la présidentielle de samedi dernier n'ont toujours pas été annoncés. La commission électorale devait se réunir en plénière hier dans la soirée, mais on ignore où en sont les travaux à l'heure actuelle. La suite de la visite du représentant du pape François dans l'est de la RDC à Béni. Il appelle les autorités congolaises à agir pour mettre fin aux violences qui ont lieu régulièrement dans cette région. Au sommaire encore le Rwanda. Le gouvernement appelle les autorités locales à renforcer leur vigilance et leur surveillance. Elles affirment avoir repéré des réseaux djihadistes en formation sur leur sol ces temps-ci. Jusqu'à présent, aucune attaque terroriste à caractère islamiste n'a toutefois eu lieu au Rwanda. Et puis l'appel à une journée ville morte aujourd'hui au Zimbabwe. La mobilisation se poursuit contre le régime de Robert Mugabe. Le Gabon est donc toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de samedi dernier pour connaître le nom de son prochain chef de l'État, le sortant Ali Bongo ou bien l'opposant Jean Ping. Pas de réponse pour le moment. La commission électorale devait se réunir en plénière hier soir à partir de 19h, mais depuis on ne sait pas où en sont ces travaux. Notre envoyé spécial Sébastien Nemeth nous explique le processus de la CENAP jusqu'à l'annonce des résultats. Le futur du processus électoral est entre les mains d'une trentaine de personnes, des représentants des candidats indépendants, de la majorité, de l'opposition et de 8 ministères techniques liés à l'élection. Les débats peuvent être longs, explique le président de la CENAP. René Aboguéla cite la présidentielle de 2009 où la plénière avait duré plus de 10 heures. Selon lui, si les commissaires veulent aller plus vite, la publication pourrait intervenir plus tôt. Encore faut-il qu'ils s'entendent sur la procédure. En effet, l'opposition demande une publication des résultats bureau par bureau. Cette demande va contre la loi, estime le pouvoir. De son côté, René Aboguéla juge cette requête irréaliste car selon lui, il faudrait retarder l'annonce finale de plusieurs jours, ce qui risquerait d'entraîner la suspicion et d'envenimer la situation. Ça sera long, confie un membre de la plénière. Tout dépendra de la méthodologie, précise un autre. Un expert international explique pourtant que la légalité seule ne suffira pas. Il faut aller au-delà des textes de loi, estime-t-il, et publier les chiffres de chaque bureau pour rassurer les gens et leur permettre de comparer avec les PV de leur localité. Une fois le consensus trouvé, la plénière contactera le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui annoncera publiquement les résultats définitifs et donc le nom du vainqueur. Pour Vichy, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Et hier encore, comme les 2 jours précédents, l'opposant Jean Ping s'est dit certain d'avoir remporté l'élection. Le pouvoir lui appelle depuis la tenue du scrutin samedi à patienter tout en se disant confiant. Et les Gabonais, effectivement, patientent. En attendant les résultats, ils faisaient hier des provisions au cas où d'éventuels troubles éclateraient, comme ça avait été le cas en 2009 à Port-Gentil, où les rues se sont vidées hier au fil de la journée. Écoutez ce témoignage d'un habitant de la capitale économique gabonaise. À midi, les quelques magasins qui étaient encore ouverts vendaient les derniers trucs avant de fermer et les policiers étaient déjà sur les lieux stratégiques. Chacun allait avec la peur, chacun voulait rentrer chez soi. Les rues étaient vraiment fantomatiques. Nous, pour avoir des informations, nous sommes obligés d'utiliser Internet, des réseaux Facebook, Twitter. Vous êtes en attente, vous appelez un ami, un frère qui se trouve quelque part, quelle information qu'il a. Donc là, on attend. Je ne sais pas pourquoi ça met autant de temps. C'est épuisant en fait. Un témoignage d'un habitant de Port-Gentil recueilli par Carole Valade. Et on reviendra bien entendu sur les résultats de la présidentielle gabonaise dès qu'ils seront annoncés. Information à suivre dans nos prochaines éditions. Le nonce apostolique, le représentant du pape François, poursuit son déplacement dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est à Béni avec le chef de la mission des Nations Unies. Béni, théâtre de massacres depuis maintenant 2 ans. Les dernières violences dans cette zone ont eu lieu il y a 2 semaines. Elles ont fait une 50aine de morts selon l'ONU. La société civile appelle à mettre en place une nouvelle opération pour mettre fin aux tueries. Le religieux et le patron de la MONUSCO ont eux aussi appelé à agir. Ils demandent aux autorités de s'engager, Sonia Rollet. Pour le représentant du pape François, c'est avant tout à l'armée congolaise et au gouvernement de faire plus. Il n'y a personne, français, MONUSCO ou n'importe qui peut faire ce que l'État congolais même doit faire.
Ce qui s'est passé à Rouen-Goma, c'était un défi direct à l'autorité du président de la République. On ne peut pas cacher ça. Il venait de promettre « je vous apporte la paix ». Monseigneur Montemayor demande également à la MONUSCO de respecter son mandat de protection des civils, mais le Vatican entend interpeller aussi le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous ne sommes pas membres du Conseil de sécurité, mais comme ils ont la tendance à dormir un petit peu, on va les réveiller avec quelques présentations au Conseil de sécurité, parce que nous sommes observateurs et on a le droit d'interpeller le Conseil de sécurité. Pour le patron de la MONUSCO, Maman Sidikou, il faut surtout intensifier les opérations conjointes MONUSCO et FARDC. Il faut reprendre l'initiative. Il faut aller vers eux, il faut les attaquer. Maintenant, évidemment, il faut prendre disposition pour que pendant qu'on les attaque, ils n'aillent pas porter la mort ailleurs. Le chef de la mission onusienne promet également des patrouilles à pied en périphérie de Béni et de travailler plus étroitement avec la population et la société civile. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et le patron de la MONUSCO annonce une réunion entre sa mission et le gouvernement congolais pour mettre en place une nouvelle stratégie justement visant à enrayer les violences à Béni. Les deux hommes, le nonce apostolique et le patron de la MONUSCO, ont aussi abordé un tout autre sujet hier, sujet qui est dans l'actualité congolaise, le dialogue politique. Il doit s'ouvrir demain à Kinshasa. Un sujet sur lequel se sont engagés les évêques de la conférence épiscopale en RDC pour tenter de faire participer tous les acteurs politiques aux discussions et pour essayer de faire accepter le médiateur Edem Kodjo, récusé par certains opposants. De son côté, le représentant du pape François appelle aussi toutes les parties à rejoindre le processus, même s'il considère que les mesures de décrispation annoncées par les autorités sont insuffisantes. Le dialogue s'ouvrira d'ailleurs sans une partie de l'opposition. Le patron de la MONUSCO appelle lui pouvoir et opposition à faire plus pour que des discussions puissent avoir lieu. On écoute Maman Sidikou. Nous, de notre côté, nous continuons dans le cadre de nos bons offices, évidemment, à parler aux uns et aux autres, à demander au gouvernement de renforcer ou d'approfondir les mesures de décrispation. C'est évident que ça aidera. Mais nous parlons aussi de langage vérité à nos amis de l'autre côté en leur disant vous êtes responsable de votre pays autant que le gouvernement, autant que c'est d'abord vous, Congolais, qui réglerez les problèmes de votre pays. Et il y a des contacts. Vous comme nous travaillons à faire en sorte que les gens se parlent directement aussi. Lorsque j'ai rencontré le président Tshisekedi, je lui ai dit, Monsieur le Président, on finira par le dialogue, mais il y a Lubero, il y a Miriki, il y a Boulé-Oussa, il y a Béni. J'espère que les Congolais n'oublieront pas cela aussi dans leur débat politique. Notre rôle, c'est de continuer à rapprocher les positions et à rappeler les principes. Je pense qu'on avancera. Moi, je suis optimiste. Le patron de la MONUSCO, Maman Sidikou, puis par ailleurs, toujours en RDC, un proche de l'opposant Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison hier par la justice militaire pour possession d'une arme à feu. Il s'agit de 8 Moulongo, qui a été directeur de cabinet de l'opposant. Ses avocats dénoncent une condamnation politique. Ils affirment que leur client dispose d'une autorisation délivrée par la mairie. Des accusations rejetées par le porte-parole du gouvernement. Lambert Mende rappelle qu'il est interdit de détenir des armes en RDC sans autorisation du ministère de l'Intérieur. Les autorités rwandaises appellent les responsables locaux à la vigilance. Elles affirment avoir détecté des réseaux djihadistes en formation depuis quelque temps au Rwanda, même si le pays n'a encore jamais été le théâtre d'une attaque terroriste islamiste. La police a récemment multiplié les opérations contre des djihadistes présumés. Ce mois-ci, 3 recruteurs présumés ont par exemple été abattus à Bougarama, dans le sud-ouest du pays. Alors, en début de semaine, le ministre du gouvernement local a convoqué des responsables locaux pour les sensibiliser à cette question dans un pays déjà très contrôlé. Stéphanie Aglietti. Vous devez connaître tout le monde dans votre village. À partir d'aujourd'hui, vous devez savoir ce qui se passe dans chaque maison. C'est ce qu'a déclaré Francis Kaboneka, le ministre rwandais en charge de l'administration locale, face à un parterre de responsables locaux. Vous êtes habilité à le faire, a-t-il poursuivi, et si quelqu'un refuse d'ouvrir sa porte, faites-le nous savoir, a-t-il ordonné. Avant de conclure, dans notre pays, nous tolérons certaines choses, mais on ne plaisante pas avec les questions relatives à la sécurité. Ce n'est pas une violation des droits fondamentaux des citoyens, a défendu Ladislas Gendaimana, un porte-parole du ministère de l'administration locale. Les autorités locales ont un mandat spécifique afin d'assurer la sécurité. Ce ne sont pas des nouvelles instructions, c'est un rappel à l'ordre, a-t-il assuré, précisant
que depuis plusieurs années, chaque chef de village a l'obligation de tenir un registre dans lequel sont enregistrés les habitants de sa localité ainsi que les activités qu'ils exercent. Chaque visiteur, même de passage pour une nuit, doit aussi y être enregistré. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. À la bataille de Sirte en Libye, les forces du gouvernement d'union nationale disaient hier avancer vers les derniers retranchements des djihadistes du groupe État islamique dans cette ville de l'Est libyen qui était jusque récemment leur bastion. Dimanche et lundi, ces combats ont fait 50 morts dans les rangs des militaires. Pas d'informations en revanche sur le nombre de djihadistes tués. La Libye où l'instabilité a des répercussions dans tous les secteurs, y compris dans les rangs du corps diplomatique. Une trentaine d'ambassadeurs ont été désignés sous l'ancien Premier ministre, c'était il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, leur nomination n'a toujours pas été confirmée par le Parlement. Même s'ils remplissent la fonction dans les faits, ils n'ont pas le titre d'ambassadeur. Les précisions de Michel Arsenault. En Libye, devenir ambassadeur relève du parcours du combattant. Tout ambassadeur doit d'abord être approuvé par le Parlement, celui de Tobrouk, le seul Parlement élu. C'est d'autant plus compliqué que les députés, à couteau tiré avec le Premier ministre Fayez al-Sarraj, tardent à donner leur feu vert. Résultat, 28 ambassadeurs, désignés sous l'ex-Premier ministre Ali Zeidan, n'ont toujours pas été confirmés dans leurs fonctions 2 ans plus tard. À Tripoli, les autorités reconnues par la communauté internationale voudraient bien que le Parlement s'exécute, d'autant plus qu'elles souhaitent rapatrier un certain nombre de diplomates qui s'accrochent à leur poste dans des ambassades aux effectifs pléthoriques. Mais encore là, les députés insistent sur leurs prérogatives. Le processus de nomination des ambassadeurs libyens est presque unique en Afrique. Ailleurs, les députés n'ont pas habituellement voix au chapitre. Les ambassadeurs sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre des Affaires étrangères. C'était les précisions de Michel Arsenault. Nouvel attentat hier en Somalie revendiqué par les islamistes Shebab. Une attaque suicide à la voiture piégée qui a visé un hôtel très fréquenté de la capitale Mogadiscio, hôtel situé non loin du palais présidentiel et qui en 1 an et demi a été visé à 3 reprises par les Shebab. L'attaque d'hier a fait au moins 5 morts et une trentaine de blessés. La contestation toujours au Zimbabwe, elle dure maintenant depuis plusieurs mois contre le pouvoir en place, le régime du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 36 ans. Nouvelle journée de mobilisation prévue aujourd'hui, appel à la grève générale lancé dans la capitale, Harare. Les Zimbabwéens sont appelés par la société civile à rester chez eux, Alexandra Branjon. This flag, Tajamuka, c'est toute la société civile qui appelle à une journée ville morte. Les Zimbabwéens n'en peuvent plus, a lancé le pasteur Ewan Mararire à l'origine de la contestation. Il faut envoyer un message au gouvernement, a-t-il ajouté dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Ce gouvernement continue de nous frapper, de nous arrêter, alors que nous ne faisons rien de mal. Nous manifestons pacifiquement. Nous respectons la loi, alors l'État n'arrête pas de la violer en nous attaquant. Aussi, Zimbabwéens, nous vous invitons à rester unis. Ce gouvernement doit comprendre que nous sommes fatigués de la façon dont nous sommes traités. Nous avons des idées pour développer ce pays, mais ils ne nous écoutent pas. Tous demandent la démission de Robert Mugabe au pouvoir depuis 36 ans et qu'ils accusent d'être responsable de la faillite économique du pays. Le taux de chômage est estimé à plus de 80% et le pays n'a même plus de devise nationale. En tout cas, il s'agit d'une vague de contestation sans précédent. Le mouvement Tajamuka, qui veut dire « Nous sommes agités », a d'ailleurs promis de descendre dans la rue chaque semaine jusqu'au départ du chef de l'État. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI. Attention à l'insécurité alimentaire et au risque de famine à Madagascar. C'est le directeur de la FAO, l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, qui tire la sonnette d'alarme à l'occasion d'une visite de 2 jours sur la grande île. La période de soudure va commencer, cette période pendant laquelle on puise dans les réserves en attendant la récolte à venir. Mais le problème, c'est que les réserves sont au plus bas en raison de la sécheresse. José Graziano da Silva lance un appel à l'aide pour Madagascar. The problem is that the population under severe food insecurity.
Le problème, c'est que le nombre de personnes qui subissent ce qu'on appelle la crise alimentaire sévère dans le sud de Madagascar est en train d'augmenter. Aujourd'hui, au mois d'août, 600 000 personnes sont victimes de cette crise alimentaire sévère. L'étape d'après, c'est la famine. Donnez-leur de l'argent et elles trouveront de quoi manger. C'est la base de notre stratégie, zéro faim dans le monde. Vous donnez de l'argent pour revitaliser la production locale, les petits marchés, et puis après vous distribuez les graines pour qu'ils puissent replanter. Mais pour cela, on a besoin de fonds. S'il y a une volonté politique, on peut agir très rapidement. On doit s'inspirer de l'expérience à laquelle on a été confronté en Somalie en 2011, un cas avec beaucoup de similitudes avec celui-ci. On a pris trop de temps pour agir et 200 000 personnes sont mortes de faim. J'aimerais adresser un message fort à la communauté internationale. Faites attention à ce qui se passe à Madagascar. C'est une démocratie fragile. On a besoin d'aide ici et vite. En octobre, ce sera trop tard. Ne laissez pas tomber Madagascar. Ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ils ne peuvent pas rester seuls dans une période aussi cruciale. Des propos recueillis par Sarah Teto. Il est 6h45 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. À suivre la revue de presse Afrique avec Frédéric Couteau et avec à la une l'attente qui se prolonge au Gabon. Le pays patiente pour connaître les résultats de la présidentielle de samedi dernier. Mais avant cela, on retrouve l'invité de la rédaction. La principale organisation patronale de France, le MEDEF, tient son université d'été depuis hier près de Paris. Un rendez-vous important dans la vie politique française. Il a été question hier d'emploi, par exemple. Mais à Jouy-en-Josas, on a aussi parlé investissement en Afrique. Il faut que les entreprises françaises se lancent sur le continent pour le MEDEF, même si la crise des matières premières a ralenti l'économie de plusieurs pays africains. C'est ce que pense Jean-Jacques Lestrade, président du groupe industriel Ponticelli, membre du comité Afrique du MEDEF international. Il en parle avec Abla Jounaidi. Bon, l'Afrique, c'est quand même pas un seul pays, c'est 54 pays. L'Afrique vit quelques crises, en particulier les conséquences de la crise des matières premières, qui est quand même la principale ressource de ces pays. Mais il faut tout de même rester optimiste. Comme tout ça, ce sont des cycles, et la croissance, la démographie, on la retrouvera également en Afrique d'ici peu de temps. Et il faut être confiant. Voilà. Alors et pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce qu'il faut investir maintenant en Afrique ? Il faut investir maintenant parce que l'Afrique, c'est un relais de croissance extraordinaire. C'est un relais de croissance après l'Asie, après la Chine, où tout le monde a cru, on voit qu'il y a des gros ralentissements. Il est clair que 2 milliards de consommateurs à l'horizon de 2050, c'est énorme. Et il faut aller en Afrique aujourd'hui pour se rendre compte à quel point les besoins sont importants et à quel point il y a une jeunesse, à quel point il y a des gens qui consomment. On parle de saut technologique, on n'a pas eu de téléphone fil. Aujourd'hui, on est passé avec des téléphones portables et tout le monde en a. Aujourd'hui, les transactions se font pour la plupart du temps par téléphone sans même passer par la banque. Un agriculteur vend directement sa production avec son téléphone portable, se connaît les cours en direct, etc. Il y a un certain nombre de choses qui se passent dans ces pays qu'il faut regarder de près et il faut surtout ne pas penser que parce qu'il y a une crise effectivement de ressources de ces pays, il faut s'en éloigner. Alors il y a aussi ce côté affectif que nous devons avoir avec l'Afrique, qu'il ne faut pas oublier, qui fait qu'il faut rester présent, même dans les périodes un peu plus compliquées. Voilà. Et même en Afrique non francophone. Alors j'ai beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure parce que je pense qu'on a quand même tendance à voir en France uniquement l'Afrique avec notre petite lorgnette d'Afrique francophone. Je vais juste vous donner un chiffre. L'économie de la ville de Lagos, elle est supérieure à l'économie de tous les pays francophones, savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, etc. Et vous les mettez tous, rien que la ville de Lagos, son économie est supérieure à tous ces pays-là. Donc voilà, il y a des choses qui se passent en Afrique dans d'autres pays que les pays francophones. Alors le pays francophone, c'est une facilité, bien sûr. Je ne veux pas dire que pour des premières expériences, c'est pas là qu'il faut commencer. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'Afrique anglophone, il y a également l'Afrique lusophone. À la fin, on a parlé un petit peu de l'Angola, pays en crise aujourd'hui. Mais bon, Mozambique, qui a des ressources gazières phénoménales. Mais ce sont des pays quand même qu'il faut regarder et dans lesquels il faut commencer à être présent aujourd'hui. Et alors on n'est pas présent tout à fait parce que
encore une fois, il y a ce facteur culturel qui entre en jeu, vous diriez ? Oui, alors ce facteur culturel, ce facteur aussi d'appréhension de la langue, d'appréhension de l'éloignement, etc. Alors que l'Afrique, c'est quand même à notre porte, il n'y a pas de décalage horaire, quasiment pas, et c'est quand même très facile. L'exemple que donnait tout à l'heure notre ami du Nigeria, hein, le Nigeria, vous pouvez vous avez un problème au Nigeria à 7h du soir, le matin à 6h vous êtes à Paris, il y a des avions tous les soirs sur la France ou sur l'Europe, et même sur l'Europe, mais sur la France également. Donc il n'y a vraiment aucun problème, les liaisons sont très faciles, donc c'est des pays où il faut être aujourd'hui. Alors justement, le Nigeria, dans quel secteur exactement de l'économie ? Aujourd'hui au Nigeria, moi j'étais au Nigeria il n'y a pas très longtemps, j'étais au Nigeria il y a 2 mois. Alors c'est sûr que le pays va souffrir quand même un petit peu aujourd'hui avec la baisse des ressources des matières premières, en particulier du pétrole au Nigeria. Mais ça continue à vivre, je peux vous dire qu'il y a encore de la consommation. Oui, alors donc, le Nigeria c'est tentant en effet, ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas toutes ces entraves à l'investissement, notamment pour les PME françaises? Oui, alors ça c'est aussi un gros sujet. Hein. Il y a près de 500 conseillers commerce extérieur en Afrique. Ce sont des gens qui sont implantés, qui peuvent vous donner des conseils. Il y a un guide au Nigeria par exemple qui a été fait qui s'appelle « Affaires » ou ne pas faire, qui doit vous permettre d'éviter de faire les bêtises, le mauvais partenaire, le mauvais avocat. Donc je pense que là aussi, pour des PME, nous avons un référent PME au niveau des CCE par pays. Donc tous les pays, c'est gratuit, un service fait par des bénévoles. Voilà, donc il faut absolument être capable d'entraîner les entreprises à ce genre de voyage ou à ce genre de mission avec Business France, avec le MEDEF. Mais il faut oser, il faut oser effectivement aller en Afrique. Jean-Jacques Lestrade du comité Afrique du MEDEF International répondait à Abla Jounaidi. Les titres de l'actualité de ce mercredi matin, la démission d'Emmanuel Macron en France. Le ministre de l'économie l'a présenté hier à François Hollande. Il n'a pas dit s'il serait candidat à la présidentielle de 2017, mais Emmanuel Macron, âgé de 38 ans, se dit déterminé à tout faire pour que ses valeurs puissent transformer la France dès l'année prochaine. Le Brésil, Dilma Rousseff devrait être fixée sur son sort aujourd'hui. Les sénateurs doivent décider s'ils destituent ou non la présidente. 54 voix sur 81 sont nécessaires pour obtenir sa destitution. Le groupe État islamique a annoncé hier la mort de son porte-parole, Abou Mohamed Al-Adnani. Selon l'agence de presse du groupe djihadiste, ce Syrien est mort dans la province d'Alep, en Syrie. Et à propos de la Syrie, la France et la Grande-Bretagne demandent à l'ONU de prendre des sanctions contre le régime syrien après la publication d'un rapport des Nations Unies qui pointe la responsabilité de Damas dans des attaques chimiques. À 6h52, ici à Paris, c'est l'heure de retrouver Frédéric Couteau pour la revue de presse Afrique. Bonjour Frédéric. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, encore et toujours le suspense au Gabon. Oui, 4 jours après l'élection présidentielle, toujours pas de résultat. Le suspense se poursuit au Gabon, pointe le site d'information Afrique Inside, où la commission électorale cristallise toutes les attentions. Cela fait maintenant plusieurs heures que la CENAP délibère pour livrer les résultats d'une présidentielle apparemment très serrée entre les deux principaux candidats, Ali Bongo et Jean Ping. La patience des Gabonais est ainsi soumise à rude épreuve. Le pays entier retient son souffle. Nuit blanche et sombre présage, renchérit l'observateur Palga au Burkina, l'observateur qui pointe 2 faits inquiétants qui tendraient à discréditer l'opposant Jean Ping. Il y a d'abord ce communiqué du Parti socialiste français avant-hier dans lequel la rue de Solferino, sans embâge aucun, a déclaré l'opposant Jean Ping vainqueur et salué par conséquent l'alternance dans un État gouverné des décennies durant par la famille Bongo. Et que dire, poursuit l'observateur, de cette affaire d'ingérence en faveur de Jean Ping, d'un conseiller à la présidence ivoirienne, Mamadi Diané, qui aurait envoyé des hackers carrément au Gabon pour diffuser de faux procès-verbaux et pirater des données gouvernementales. Avec autant de mauvais signes, nul besoin d'être devin, soupire le quotidien burkinabé, pour comprendre que quel que soit le candidat qui raflera la mise, il devra d'abord faire face à une crise dont on ignore la gravité et l'étendue. Quand le pouvoir déclare qu'il fera tout pour maintenir l'ordre et l'opposition qu'elle défendra par tous les moyens sa victoire, on ne voit pas comment exorciser les démons de la crise post-électorale qui plane et continue de planer. Et dans la presse gabonaise, Frédéric, le ton monte. Exemple, cet éditorial dans le journal en ligne Gabon Echo, plutôt proche de l'opposition. Les Gabonais qui ont tenu à remplir leur devoir de citoyens dans le but essentiellement de presser le changement au sommet de l'État. Les Gabonais n'entendent pas
à l'instar des années précédentes, qu'une action quelconque vienne faire fi de leur engagement à combattre le système Bongo. Il n'y a pas lieu pour ses propres appétits, poursuit Gabon Echo, d'amener le peuple à se transformer en chair à canon, car partout il y a, lorsque des élections sont organisées, un vainqueur et un vaincu, et des pays comme le Ghana, le Sénégal ou encore le Bénin nous ont donné la preuve de leur loyauté vis-à-vis du peuple lorsque celui-ci a décidé de changer de fusil d'épaule. En tout cas, quel que soit le vainqueur, il y a une certitude, affirme pour sa part le Jelly.com, la dynastie Bongo est sérieusement malmenée. La défaite d'Ali Bongo, écrit le Jelly.com, aurait des allures d'une véritable convulsion politique à la dimension du continent, mais à défaut, on pourrait bien se contenter de la promesse d'une fin proche du règne de la dynastie Bongo. Or, les signes de cette fin annoncée, l'élection de samedi dernier en a suffisamment. Tout d'abord, relève le site d'information guinéen, il y a la réserve et la pondération dont font montre les proches de l'ancien du président sortant. L'initiative de l'offensive semble avoir été laissée au camp de Jean Ping. Ainsi, c'est ce dernier qui a été le premier à revendiquer la victoire. Le camp Bongo, lui, a essayé de réagir, mais entre les lignes, on lit un malaise et une gêne qui pourrait bien résulter d'une brusque et désagréable surprise. Et puis, autre signe de l'inconfortable position du camp Bongo, toujours d'après le site guinéen, c'est l'accusation de velléité de déstabilisation qu'il brandit désormais contre le principal opposant, Jean Ping. Une certaine tradition des élections en Afrique voudrait que ce type d'accusation ne sorte que de la part des régimes aux abois. En perte de vitesse et redoutant une fin à la fois probable et périlleuse, il peigne l'adversaire en chef rebelle, espérant ainsi reconquérir l'opinion publique en jouant sur sa peur de la guerre et des troubles. Ces attitudes, conclut le Jelly.com, si elles ne permettent pas de prédire la défaite certaine du président Ali Bongo, ces attitudes relèvent tout de même qu'il a été sérieusement malmené. Ce qui, pour qui connaît l'emprise de la famille de ce dernier sur le pays via tous les réseaux qu'elle a pu tisser au gré de son long règne, est un motif d'espoir quant à l'alternance politique. Merci Frédéric Couteau. Revue de presse à retrouver sur le www.rfi.fr. Et puis rendez-vous dans les prochaines éditions pour suivre l'évolution de l'annonce des résultats de la présidentielle gabonaise. RFI. Je suis passé dans le futur. La sélection du mois. J'avais trop envie d'y repasser. Jacques. Je me suis fait plein de contacts. Là-bas, les gens ont plein de projets. Léo. Melingo. Elefantes rosas, arañas en la pechera de mis monkeys. Murciélagos en el techo. RFI. Del living. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports, c'est avec Alexandre Seban ce matin. Bonjour Alexandre. Bonjour Magali, bonjour à tous. Du football pour débuter, dernier jour ce mercredi pour le marché des transferts qui refermera ses portes ce soir à minuit. Plusieurs joueurs africains ont changé de club. Pour Moussa Sow, c'est un retour à la maison, transféré pour 17 millions d'euros l'été dernier à Al Ahly à Dubaï, où il a inscrit 23 buts. L'attaquant sénégalais de 30 ans est prêté un an à Fenerbahçe, où il a donc déjà évolué pendant 3 saisons de 2012 à 2015 avec un titre de champion à la clé en 2014. Le club turc pour Moussa Sow, donc, dans lequel il jouera cette année la Ligue Europa dans le groupe de Manchester United tout de même. Le Gabonais Didier Ndong pourrait bien quitter Lorient d'ici ce soir. Selon le journal L'Équipe, qui cite des sources internes de la fédération gabonaise, le milieu de terrain de 22 ans a quitté la sélection pour rejoindre l'Angleterre où il devrait s'engager avec Sunderland. Le montant du transfert pourrait avoisiner les 20 millions d'euros, un record pour le club de Ligue 1 française. Enfin, Naïm Sliti, 24 ans, va enfin rejoindre Lille. Le club nordiste a trouvé un accord hier après-midi avec le Red Star pour un prêt avec option d'achat obligatoire de 2 millions d'euros. L'international tunisien, qui a fêté sa première sélection en juin dernier, doit passer sa visite médicale en fin de matinée. Et le football toujours. Cette semaine, les joueurs retrouvent leur sélection pour 2 rendez-vous internationaux. La Côte d'Ivoire joue samedi un match décisif face au Sierra Leone dans le cadre de la 4e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Les éléphants pourront compter sur Salomon Kalou. L'ancien Lillois a perdu son papa récemment mais désire jouer pour son pays. Ce match décisif serait donc pour rendre hommage aussi à son papa. Mon premier entraînement avec le groupe, ça fait plaisir de revenir au sein du groupe et de passer du bon moment avec mes coéquipiers. On se prépare bien pour ce match parce qu'on sait que c'est un match décisif pour la qualif
de la CAN en 2017 au Gabon. On reste une belle victoire contre le Gabon en match amical, même si c'était un match amical, mais bon, ça reste un match de préparation. Maintenant, c'est de continuer dans cette direction-là, continuer à gagner des matchs. C'est un nouveau groupe qui se forme et on est en train de progresser petit à petit. Et... Au plan personnel, vous êtes en plein deuil, vous avez perdu votre papa il y a quelques semaines. Ouais. Est-ce que cela ne va pas jouer sur votre morale ? Je pense que mon père, c'est quelqu'un qui nous a donné l'amour de ce sport-là, qui est le football. Tout petit, il nous a emmené voir la SEC jouer contre l'AS Foumé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aimer le sport, à commencer à aimer le football. Donc, pour moi, jouer en ce moment, c'est comme si je lui rends hommage. Et j'espère que samedi, je vais faire un match plein comme ça. Voilà, il va être content. Salomon Kallo, micro d'Emmanuel Kofi. Merci Alexandre Seban. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.